Bonjour et bienvenue à Bunus pour les entretiens d'Ingshao Zeta, la 21e édition qui a pour thème « Ne perdons pas de temps ». Alors ne perdons pas de temps avec un débat avec deux personnes qui participent à ces entretiens. Adrien Delacroix, vous êtes maire adjoint de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, et Imed Robana, directeur général du COL. Alors une première question, dans ce contexte de crise certainement qui s'aggrave, on voit les modifications au niveau macroéconomique qui interrogent les acteurs. On était déjà, l'année dernière, on l'avait signalé, dans une situation de crise du logement installée. Quels éléments, pour vous, sont les plus interpellants aujourd'hui, cette année, pour parler de la politique du logement en France ? Alors, en ce qui concerne en tout cas le Pays Basque, Oui. le territoire sur lequel nous intervenons, c'est une crise majeure. Je crois que c'est une crise qui n'a jamais atteint ce paroxysme, puisqu'il y a eu une manifestation de 8000 personnes qui a eu lieu à Bayonne au mois de novembre dernier. C'est dire à quel point la situation du logement est très critique, une augmentation des prix affolante. Les jeunes et les moins jeunes ne peuvent plus se loger dans le Pays Basque aujourd'hui, compte tenu de cet état, de cette crise absolument extraordinairement importante en fait. Voilà. Oui, on l'a vu sur la route, il y a pas mal de panneaux, d'interpellations assez forts, de mouvements militants qui reviennent sur ce sujet. Et vous, en Seine-Saint-Denis, comment voyez-vous la situation ? En Seine-Saint-Denis et aux portes de Paris et au cœur de la métropole parisienne, on a une crise du logement qui est ancienne, qui ne fait que s'accroître année après année. Il y a une crise de production du logement, une crise de production du logement abordable, que ce soit du logement social, mais aussi du logement en accession. Et c'est vrai qu'on a des trajectoires de prix qui deviennent insoutenables pour les foyers modestes, les foyers aux revenus moyens également, pour se loger dans le privé, que ce soit en location, ou accéder à la propriété. Et c'est vrai que c'est une préoccupation de plus en plus forte pour les élus du territoire, en tout cas de pleine commune, de permettre à chacun de pouvoir faire exercer son parcours résidentiel. Alors, des outils existent quand même. Vous êtes investi sur ces outils, BRS par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que ce sont des pistes positives qui sont reconnues par les acteurs. Alors pour illustrer le propos du bail réel solidaire, en fait, je prends toujours l'exemple du maire de Guétari qui m'appelle un jour pour me dire « Monsieur Robana, vous savez le T3 que vous avez vendu en accession sociale PSLA classique à 152 000 €, il s'est revendu 10 ans plus tard à plus de 400 000 € et en plus pour être occupé 1 mois ou 2 par an en résidence secondaire. C'est juste absolument incroyable en fait, et du coup il m'a dit on va plus faire d'accession sociale parce que le problème c'est qu'au bout d'un certain temps on avait des clauses antispéculatives de 10 ans, ça repart sur le marché. Donc c'est un vrai sujet puisqu'on a des terrains qui sont Guétari, c'est des prix parisiens pratiquement. Les terrains sont rares, sont chers, on fait des efforts pour que les prix, la collectivité nous a vendu le terrain à un prix abordable et ça repart sur le marché. Donc le bail réel solidaire, c'est surtout pour répondre à cette problématique qui est de pouvoir produire du logement. Alors comment ça fonctionne? Les personnes sont locataires du terrain, achètent du bâti, donc ils sont propriétaires vraiment de leur logement et ne seront jamais propriétaires du sol, ils seront juste locataires du terrain, donc ils vont payer ce qu'on appelle une redevance. Et la force du dispositif, c'est qu'il y a une clause antispéculative qui du coup est illimitée dans le temps. Elle s'adresse à des personnes qui sont sous les plafonds d'accession sociale. Pour vous donner un ordre de grandeur, un couple avec 2 enfants, en tout cas sur notre secteur, c'est à peu près 4 000 € net mensuels de plafond de revenus. Et lorsqu'ils revendent, ils doivent revendre à un prix qui est plafonné, donc c'est un outil vraiment antispéculatif, et à des personnes qui sont elles-mêmes sous les plafonds de l'accession sociale. D'où l'importance de cet outil qui va permettre à ce que partout, tout ce qu'on produit en accession sociale, le reste durablement en fait. Aujourd'hui, on y viendra peut-être, mais on est dans une crise d'urgence climatique, on parle de zéro artificialisation nette, c'est absurde aujourd'hui de produire des logements qui au bout d'un certain temps repartent sur le marché et que le stock d'accession finalement ne fasse qu'on fait du stop and go, c'est-à-dire qu'on en produit, ça repart sur le marché, il faut trouver d'autres terrains, etc. Il faut changer de modèle de développement. Et l'organisme foncier solidaire, c'est l'outil pour changer de modèle de développement. Alors, il y a aussi un dispositif important, les organismes de foncier solidaire.
en amont qui travaillent sur cette question. Vous voulez peut-être dire un mot sur la question foncière Non, mais ce qui était évoqué à l'instant, c'est essentiel et on connaît en région parisienne finalement les mêmes mécanismes. C'est-à-dire les efforts consentis par la collectivité sur des fonciers qui sont décotés. Ils perdaient finalement leur utilité très rapidement, au bout de quelques années, dans des marchés très tendus où l'évolution des prix est rapide. Nous, à Saint-Denis, et plus largement sur le territoire de Plaine Commune, on a eu 30% d'augmentation du prix de l'immobilier en moins de 5 ans. Et ça, c'est une moyenne. Il y a des secteurs où c'est plus important. Et effectivement, la réponse, et en tout cas le souhait des élus sur le territoire de Plaine Commune et à Saint-Denis, c'est de construire du logement. Ça devient de plus en plus rare aussi d'avoir des territoires qui souhaitent construire du logement. Et donc, on a une ambition très forte de construire 3500 logements par an. Et c'est un objectif qu'on a inscrit dans notre PLH. Et puis, de construire du logement social, mais aussi de l'accession sociale. Et ça, c'est une nouveauté, c'est de dédier la production de logement, 20% du logement en accession sociale, en BRS, pour permettre à des foyers qui ont des revenus modestes ou moyens de se loger et d'accéder à la propriété, de le faire de manière sécurisée et de pérenniser le dispositif et l'offre en accession durablement sur notre territoire. Et éviter que sur un territoire où il y a déjà beaucoup de logements sociaux, finalement, le risque, ce serait d'avoir un territoire un petit peu à deux vitesses dans quelques années. Soit on a des revenus moyens ou modestes et on se loge dans le locatif social, ou soit on a du patrimoine où on a des revenus très confortables et on peut accéder à la propriété. Ce n'est pas le souhait des élus sur le territoire de trouver un équilibre social, de travailler à la mixité sociale et dans le temps. Alors, vous m'amenez à la question de conclusion de notre débat ouverture sur la situation à venir. On a parlé de la crise, vous avez parlé des pistes de solutions, des questions sur la mobilité, sur les prix. Pour vous, pour élargir un peu à la politique du logement en général, quels seraient l'un ou les axes prioritaires à travailler pour ne pas perdre de temps, de votre point de vue? Pour moi, c'est de travailler ce que je rappelais à l'instant, c'est de construire du logement et que les élus portent cette volonté. C'est pas toujours simple, mais il y a parfois un manque de volonté politique. Et donc ça, c'est déjà d'abord d'avoir de la volonté politique pour construire du logement, répondre à la crise. En Ile-de-France, on a des territoires très différents et on a des territoires qui veulent construire, il y a des territoires qui refusent de construire et qui refusent de construire du logement social ou de l'accession sociale à la propriété. Donc ça, c'est la première chose. Et puis de se doter de nouveaux outils et les OFS et le développement du BRS, c'est une vraie solution qui pérennise une offre et qui permet aussi de trouver des marges de manœuvre, y compris dans un contexte où les coûts de construction sont de plus en plus élevés, les fonciers sont de plus en plus élevés, et que finalement, les exigences et les ambitions qu'on peut avoir en matière de transition écologique, de qualité de bâti, ça ne doit pas être réservé à ceux qui ont beaucoup d'argent, mais ça doit être aussi pour des familles aux revenus modestes ou moyens. Et donc le BRS et la constitution d'OFS, c'est une réponse aussi pour pérenniser une offre dans le temps et éviter la spéculation immobilière, mais c'est aussi se trouver des marges de manœuvre pour avoir une qualité de bâti plus importante. Je vous pose la même question sur les perspectives. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit mis en avant au niveau national de la politique du logement? Alors, pour tout vous dire, moi je suis absolument convaincu que le bail réel solidaire est une des inventions majeures de ces dernières années, parce que justement ça correspond à une conjonction entre la nécessité de produire du logement abordable et l'urgence climatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, il faut absolument que si on construit des logements, qui soit aussi pour le plus grand nombre et qui ne soit pas réservé juste à une certaine catégorie de la population. En fait. Et le bail réel solidaire est une sorte de couteau suisse. En fait, on voit qu'il a énormément d'intérêt, que ce soit sur la réhabilitation, que ce soit sur la vente HLM, que ce soit... parce que ça permet de cristalliser des aides publiques. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de spéculation, l'État ou les collectivités peuvent plus facilement mettre de l'argent public, puisque ça servira toujours, que ça restera toujours dans le giron du social. Et surtout, moi je considère qu'aujourd'hui, ça arrive justement au bon moment où il va falloir économiser les sols. Donc, de produire du logement, c'est absurde aujourd'hui de continuer à produire de l'accession sociale et qu'au bout d'un certain temps, ça repart sur le marché et qu'il faut trouver de nouveaux terrains, etc. Donc c'est pour ça que je suis absolument convaincu que c'est un dispositif. D'ailleurs, le COL est un peu précurseur sur le territoire. On a livré pratiquement les 4 premières opérations en fait, au niveau national. Sous cette forme-là, on ne fait plus du PSLA, on ne fait plus que du bail réel solidaire parce qu'on considère que c'est ça l'avenir et c'est ça qui va trouver la conjonction entre
la durabilité, de faire des logements durables et l'accessibilité des logements. Juste un dernier point qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à une vraie problématique qui est liée un peu à l'évolution réglementaire, qui est la RE 2020, qui fait qu'aujourd'hui, l'urgence pour nous, c'est l'urgence énergétique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des logements, surtout avec l'inflation des coûts de l'énergie, qui soient extrêmement économes, ça c'est fondamental, et ça, nos clients, lorsqu'ils investissent 1 euro, ils le récupèrent. Toute la question, c'est le problème du bas carbone. Le bas carbone n'amène rien au pouvoir d'achat. Donc, ce que j'appelle, et je profite de cette tribune en fait, pour interpeller les pouvoirs publics, pour dire qu'il faut absolument qu'on ait une sorte de prime bas carbone, parce qu'il ne faut pas reculer, l'urgence climatique, elle est là, et il faut une subvention de l'ordre de 20 000 euros par logement pour que les filières d'éco-construction puissent se faire, puis qu'on puisse concilier le bas carbone et l'accessibilité sociale. Je ne pouvais pas faire ce débat sans parler de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. Merci de cette proposition. Merci pour notre débat et puis on se retrouve pour d'autres séquences de débat. Merci messieurs. Merci.